Bonjour, je m'appelle Bruno Lemay, je suis directeur du portail VIH/SIDA du Québec. Ça fait plusieurs années que je travaille dans l'infotraitement. Ce que c'est l'infotraitement, c'est qu'on donne l'information aux personnes atteintes, aux gens en général, sur les traitements du VIH, de l'information vulgarisée. Donc on essaie de prendre l'information complexe dans les sessions comme aujourd'hui, comme cette semaine, et les mettre le plus simple possible pour que tout le monde comprenne un petit peu. Les vulgariser. Les vulgariser, en fait. Un peu. Ouais, ça fait presque 10 ans que je fais ça. Au Québec, avec la CCM et la COQ/SIDA, on est 3 organismes qui font l'infotraitement. Donc, je suis ici bien heureux de pouvoir apporter ça. Et puis spécialement ici à la conférence de Vienne, est-ce qu'il y a des trucs en particulier qui t'ont intéressé? Oui, je vais vous faire un petit résumé des sessions que j'ai assistées. En début de semaine, on a beaucoup parlé des intégrases. Les inhibiteurs d'intégrase sont en fait, des médicaments qui... l'intégrase est une enzyme qui est responsable en fait de l'intégration du matériel génétique dans le noyau de la cellule CD4. Et les inhibiteurs d'intégrase donc bloquent cette action-là. On a un inhibiteur d'intégrase qui est disponible sur le marché, c'est Icentress, au Canada du moins. Puis en fait, on a voulu voir différentes combinaisons possibles avec cet inhibiteur-là, l'Icentress. Une des choses qu'on fait depuis de nombreuses années, c'est qu'on traite les patients avec des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Un peu complexe comme terme, mais en fait, c'est que, comme on dit, c'est comme le backbone de chaque thérapie. Puis là, on essaie de voir si on ne peut pas changer cette stratégie-là puis aller vers de nouvelles molécules, de nouvelles classes de médicaments. Donc, on a étudié l'intégrase, l'Icentress, en fait, avec le Kaletra, qui est un inhibiteur de la protéase. Donc, cette stratégie-là était d'aller avec une bithérapie, 2 médicaments seulement au lieu de 3, et en n'utilisant pas les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, comme l'AZT, 3TC, Kivexa, etc. Ce que ça a donné, en fait, ça a donné que cette bithérapie-là sans INTI s'est avérée non inférieure, donc une nouvelle stratégie probablement possible dans le futur. Sinon, on a regardé aussi le transfert d'un inhibiteur de la protéase vers le raltegravir, donc vers l'Icentress. Le but de ça, en fait, c'est que les inhibiteurs de la protéase, souvent, sont associés au changement au niveau des lipides, augmentation du mauvais cholestérol, triglycérides, etc. Donc, on a voulu voir si en changeant de lipides au raltegravir, on avait... Les effets secondaires. Les effets secondaires, en fait, sur les lipides étaient diminués, et oui. Donc, on voit que le raltegravir est une bonne option pour ça. Sinon, le raltegravir, il y a un profil de résistance qui est particulier. En fait, on peut devenir résistant à la molécule et on a voulu voir si on développe un nouvel inhibiteur d'intégrase, si ça pouvait quand même être efficace malgré cette résistance-là. On a fait une étude où est-ce que tous les patients étaient résistants à l'Icentress, au raltegravir, puis on a regardé si c'était efficace quand même, le nouvel inhibiteur d'intégrase. C'est comme une nouvelle génération en fait de cette classe-là. Et puis les résultats? Et puis les résultats, c'est très bon, c'est puissant, ça fonctionne. Je crois que c'est non inférieur, donc ça devrait être efficace, ça devrait fonctionner. Une autre option en fait de cette même classe-là d'intégrase. Ça c'est pour les intégrases. Sinon, un nouveau médicament qui est particulier, en fait, ça s'appelle, au début les médicaments n'ont pas les noms qu'on connaît, ils ont des chiffres ou des codes. Celui-là s'appelle le TBR652. C'est un inhibiteur de CCR5 et CCR2. Ça, c'est plus complexe. Les CCR5, c'est les corécepteurs sur le CD4 auquel le VIH va s'attacher avant de s'intégrer, en fait, de s'insérer dans la cellule. On en a un qui inhibe le CCR5, c'est le Maraviroc, un médicament, un inhibiteur de CCR5. Lui, il est combiné avec un inhibiteur de CCR2. Ça, c'est plus complexe. En fait, je ne savais pas trop c'était quoi, mais ce que ça fait, c'est que ça augmente le MCP1, puis ça pourrait avoir un effet bénéfique sur l'inflammation. Depuis plusieurs années, depuis quelques années, en fait, on parle beaucoup que le VIH cause de l'inflammation à cause de la réplication virale, entre autres, et ça peut avoir des effets néfastes sur les organes, en fait, sur le corps en général. Donc, c'est, je dirais, une première de voir qu'il y a un inhibiteur de CCR5, CCR2 qui pourrait avoir un effet sur la charge virale, mais aussi un effet sur l'inflammation. On a aussi, c'était au milieu de la conférence, les microbicides. C'était, en tout cas ici, on a eu des échos pas mal partout. Tout le monde en a entendu parler. Est-ce que tu pourrais nous résumer ça un peu? C'est une des présentations qui étaient les plus attendues et qui a été les plus discutées. Un microbicide, en fait, les microbicides, ce sont des gels, des crèmes, même des suppositoires qui peuvent être utilisés chez la femme ou chez l'homme
avant et après les relations pour prévenir la transmission du VIH. Ces produits-là sont faits à base, en fait, ils contiennent un agent anti-VIH. Donc, le même médicament en fait, qu'on prend pour le VIH, qui s'appelle le tenofovir, était dans ce gel microbicide-là qui a été utilisé. Ça s'appelle le Caprisa. C'est un produit qui a été testé chez près de 900 femmes d'Afrique du Sud. Et que ça a donné des résultats assez intéressants. Les pourcentages démontraient une certaine efficacité. Diminution du risque de transmission d'entre, je crois, 39 et 54% selon si les femmes l'avaient utilisé régulièrement ou non. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va prendre d'autres études pour reconfirmer tout ça, mais si avec cette efficacité-là, on pourrait sauver de nombreuses infections partout dans le monde. Puis on comprend on comprend que beaucoup de femmes n'ont pas le pouvoir nécessairement de négocier le condom dans différentes situations. Donc ça pourrait être un bon plan B si on absolument, veut absolument. Dans ce cas-là. Il y a déjà eu beaucoup d'autres études sur les microbicides dans le passé qui n'ont pas fonctionné. Celui-là, on se croise les doigts, les premiers résultats sont en fait intéressants. Et donc, tu es intéressé par le traitement. Il y a aussi le truc sur quand débuter le traitement. Ça aussi, on en a parlé. Ça aussi, on parle que de ça en traitement. Les stratégies de traitement, en fait, les lignes directrices, c'est les lignes qu'on suit, en fait, des recommandations, si on veut, sur quand traiter, avec quoi traiter. Là, on se demande, au début de l'épidémie, en fait, non, dans les années 90, quand on a eu la trithérapie, on se disait on frappe tout, on frappe fort, on traite tout le monde pour se débarrasser du virus. Après ça, on a eu une tendance où est-ce qu'on s'est dit, peut-être qu'on peut attendre. Alors, on a commencé à traiter les gens un petit peu plus tard, selon le taux de CD4. Et à un certain taux? Certains taux, on peut commencer la thérapie, initier la thérapie. Maintenant, on revient un petit peu à commencer plus tôt. Là, on est à 350, donc on dit commencer la thérapie quand on a 350 CD4. Il y a eu un panel de discussion là-dessus, entre autres avec un médecin, avec un représentant de la communauté, pour les pour et les contre de commencer le traitement rapidement ou attendre. Quels sont rapidement les pour et les contre? Donc, les pour, c'est la réplication virale à long terme peut faire l'inflammation, peut faire des problèmes au niveau des os, la neurologie, etc., sur les organes. Donc, on pense que de donner des médicaments tôt, on réduit la réplication virale, donc il n'y a pas cet impact-là. Mais aussi, je pense que le plus gros point, c'est qu'on pense qu'en traitant les gens, leurs charges virales sont indétectables, il va y avoir moins de transmission. Donc, moins de transmission à l'échelle globale, on va réduire l'épidémie. Donc ça, c'est un gros pour, en fait, dans le camp des gens qui pensent qu'on devrait débuter. Sinon, retarder, ça, c'est plus les patients, les personnes atteintes qui se disent, si on peut attendre 2, 3, 5, 10 ans, on peut sauver la toxicité, on peut sauver les effets indésirables. Puis, on sait que c'est difficile de prendre les médicaments, donc c'est un peu les deux. On est encore à balancer les pour et les contre. On verra ce qui va arriver dans le futur. Et vers la fin de la conférence, il y a des exposants de dernière minute. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est nécessairement plus marginal, mais est-ce qu'il y a des trucs là-dedans que tu as suscité? Oui, on appelle ça les late breakers. C'est toujours à la fin de la conférence. C'est des présentations des études qui sont arrivées, je dirais, tardivement, donc qui ne sont pas dans le programme général, et qui sont toujours très attendues parce qu'on les connaît un petit peu moins. J'en ai retenu 3, je vous les résume rapidement. La névirapine, qui est un médicament, un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, la même catégorie de Sustiva et Favirenz. On le donnait 2 fois par jour. Maintenant, on a voulu voir si avec une nouvelle formulation, on pouvait le donner 1 fois par jour. C'est sûr que c'est plus simple pour les gens de le prendre 1 fois par jour versus 2. Donc, cette nouvelle formulation-là, qui libère le médicament un petit peu plus lentement, s'est avérée efficace, en fait non inférieure. Donc, ça améliore l'adhésion au traitement. Sinon, on a regardé le Maraviroc, l'inhibiteur de CCR5 dont je vous ai parlé tantôt, en bithérapie. Alors, vous voyez, on continue encore à regarder si on ne peut pas passer à 2 médicaments au lieu de 3, donc il y aura peut-être moins de toxicité, etc. Et on l'a étudié avec le Réatase, la tazanavir, 1 fois par jour, et c'était des bons résultats, donc non inférieurs au Truvada et Réatase, donc une trithérapie versus une bithérapie. Et le dernier, et non le moindre, je vous parle du TMC 278. C'est un produit de Thibotec qui s'appelle la rilpivirine.
toujours dans la catégorie d'efavirenz Sustiva. On l'a comparé au Sustiva. Le Sustiva, en fait, il y a un profil lipidique, en fait, il peut augmenter un petit peu les lipides. Il est aussi tératogène, donc il peut poser des problèmes au niveau du fœtus chez la femme enceinte. Alors que le nouveau, le rilpivirine, lui, non. Il y a une longue demi-vie, il y a peu d'effets indésirables, il y a un meilleur profil lipidique. Donc, c'est une nouvelle molécule qui pourrait avoir sa place dans l'arsenal du traitement. Puis, deux compagnies se mettent ensemble maintenant pour développer une seule pilule une fois par jour, le rilpivirine, tenofovir FTC. Donc, une combinaison d'une trithérapie dans une seule pilule une fois par jour. En fait, un deuxième atripla. On a déjà atripla qui est comme ça. Ça serait une deuxième option une fois par jour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.